On s'intéresse dans cet exercice à l'expérience historique de Rutherford. On s'intéresse ici à un état de diffusion, donc à une trajectoire hyperbolique. C'est un exercice assez classique qui existe sous des formes diverses et variées. Donc, je vous en propose ici une qui reste relativement proche de ce que l'on a fait en cours. Dans la première question, on s'intéressait donc à la force d'interaction électrostatique entre notre particule alpha et le noyau. Donc c'est une force centrale newtonienne. Donc attention ici à la formulation qui vous était proposée. On vous proposait une formulation ici en K sur R carré ER. Donc dans le cours, on avait noté donc moins K sur R carré ER. Alors ça change pas grand chose, c'est simplement l'expression de la constante K qui va changer. Donc toujours pareil, quand on vous impose une notation, faut la respecter. Donc là, il fallait faire un petit peu attention. Donc dans cette première question, l'idée c'était d'exprimer simplement cette constante K. Donc la constante K, du fait de la formulation générale de la force d'interaction électrostatique qui se trouve à ce niveau-là, c'est rien d'autre que la charge donc de la particule alpha fois la charge du noyau, divisé par 4pi epsilon 0. Donc la particule alpha avait une charge qui vous était donnée dans l'énoncé, 2e. Pour le noyau d'or, eh bien la charge c'est rien d'autre que grande Z fois E, d'où l'expression de la constante K qui est ici, et donc de la force centrale newtonienne correspondante. Dans cette première question, on vous demandez également de déterminer l'énergie potentielle associée, donc ça c'est une question de cours, donc il faut rappeler la définition générale de la force conservative. Donc la force conservative est telle que cette force est égale à moins d2p sur dr, la variable de dérivation portée par la direction ER. Donc on peut passer en notation scalaire, puisque tout est porté par la direction ER. Et ensuite, on a à primitiver donc l'expression qui se trouve à ce niveau-là. La primitive de moins 1 sur R carré, c'est 1 sur R. On a une constante d'intégration que l'on peut choisir arbitrairement nulle en considérant que lorsque donc la particule alpha est infiniment éloignée du noyau d'or, il n'y a pas d'interaction, donc que l'énergie potentielle associée est nulle. Dans la deuxième question, on vous demandait de justifier que l'énergie mécanique était constante. Donc ici, la seule force qui va donc s'appliquer sur notre particule alpha, c'est la force d'interaction électrostatique. Donc le poids de la particule, il est négligé. Donc la seule force qui intervient, c'est une force qui est conservative. Et donc l'énergie mécanique va être constante au cours du mouvement. Cette constante, on peut la déterminer à l'aide des conditions initiales. À l'instant initial, la particule est infiniment éloignée donc de notre noyau d'or. On a donc une énergie potentielle qui est nulle. Et on vous indiquait que la norme du vecteur vitesse de la particule, c'était V0. Et donc l'énergie mécanique à l'état initial, c'est égal simplement à l'énergie cinétique donc de notre particule, 1 demi de mv0 carré. Dans la question 3, on s'intéressait au moment cinétique donc de la particule. Donc on vous demandait de montrer que c'était une constante vectorielle. Donc pour cela, on applique le théorème du moment cinétique. La dérivée du moment cinétique par rapport au temps, c'est le moment calculé en haut de cette force d'interaction électrostatique. Et comme c'est une force centrale, le moment de cette force est nul. Et on a donc la dérivée du moment cinétique qui est égale au vecteur nul. Le moment cinétique, c'est donc une constante vectorielle. Ce qu'on vous demandait, c'était de donner deux expressions donc de ce moment cinétique, donc la formulation générale et ensuite l'expression de la constante. Donc l'expression générale, c'est celle qu'on a démontrée dans le cours, donc il suffit de repartir sur la définition donc du moment cinétique, à savoir que c'est la masse fois le vecteur position, vectoriel le vecteur vitesse. Calcul classique, on aboutit à 1r carré θ point EZ. On vous demandait également de déterminer donc la valeur de cette constante vectorielle, puisque le moment cinétique c'est une constante vectorielle. Donc pour cela, on va refaire donc le calcul de masse fois le vecteur position, vectoriel le vecteur vitesse, en se plaçant à l'état initial. Donc pour cela,
Il suffit de décomposer en fait le vecteur position en deux vecteurs ici qui sont orthogonaux, le vecteur OH et le vecteur HM infini. Donc le premier est porté par EX, le deuxième est porté par EY. L'intérêt, c'est que le vecteur vitesse initiale, lui, est porté par moins EX, et donc on peut facilement calculer donc les produits vectoriels qui sont mis en jeu, et donc on aboutit à la relation encadrée qui se trouve à ce niveau-là. Dans les questions 4 et 5, on va maintenant s'intéresser à l'énergie mécanique de notre particule alpha, et on va en particulier introduire la notion d'énergie potentielle effective. Donc je vous rappelle, le point de départ, lorsqu'on veut introduire la notion d'énergie potentielle effective, c'est de décomposer la norme du vecteur vitesse en deux parties, à savoir la partie qui est relative à l'énergie cinétique radiale et la partie qui est relative à l'énergie cinétique orthoradiale, de manière à pouvoir donc regrouper le terme d'énergie potentielle qui est ici avec le terme d'énergie cinétique orthoradiale qui se trouve à ce niveau-là. La seule chose qui reste à faire, c'est d'exprimer donc θ point en fonction de R à l'aide de la constante des R ou de la norme du moment cinétique, ce qui revient au même, de manière à se ramener à un mouvement conservatif unidimensionnel qui ne va dépendre que de la variable petit r. Donc je vous rappelle, l'intérêt de faire ça, c'est ensuite de pouvoir exploiter la notion d'état lié ou d'état de diffusion. Donc en l'occurrence ici état de diffusion, puisque on a un système qui est répulsif. Bien, donc pour introduire la constante des R ou la norme du moment cinétique, il suffit de reprendre en fait les deux expressions qu'on a établies dans la question précédente, la formulation générale ici du moment cinétique et ici la formulation qui est relative à l'état initial, ce qui nous permet d'avoir accès à θ point, pas tout à fait la constante des R qu'on introduit ici, mais ça revient strictement au même. Donc si vous avez introduit une constante des R dans la résolution et laissé le calcul avec la constante des R, c'est juste aussi, il n'y a pas de souci. Bien, et donc lorsqu'on remplace le θ point dans l'expression de l'énergie mécanique, on tombe sur cette formulation qui est ici, avec le terme d'énergie potentielle effective, qui correspond donc à la somme de ces deux termes, l'énergie potentielle et l'énergie cinétique orthoradiale. Dans la question petit 5, elle est un petit peu plus calculatoire, celle-ci, on vous demandait de déterminer donc le rayon minimal d'approche au niveau de la trajectoire. Donc là, on va remettre en œuvre en fait une technique de calcul qu'on avait utilisée pour démontrer que l'énergie mécanique c'était égal à moins k sur 2a dans le cadre d'une trajectoire elliptique. Donc la trajectoire, bien évidemment, elle n'est pas elliptique ici, mais le principe du calcul est le même. Donc là, lorsqu'on est justement à cette distance minimale, on a donc le R point qui va être nul, puisque le R est minimal, et donc ça nous donne une nouvelle expression donc pour l'énergie mécanique, à savoir que l'énergie mécanique va être égale à l'énergie potentielle effective pour cette valeur particulière, R min, ici. Ensuite, il suffit de réarranger un petit peu l'expression, donc on reprend l'expression de l'énergie mécanique, 1/2 de mv0 carré, et puis on se ramène à une équation polynomiale de degré 2 en R min, que l'on résout pour avoir accès à la relation qui vous était donnée dans l'énoncé. La dernière question, c'est simplement des applications numériques liées aux formules qu'on vous donne.